Donc, la conférence d'aujourd'hui, introduction à la sécurité applicative avec Benoît. Donc, je te laisse la parole. Merci. Donc, pour continuer chez Nestplug, moi j'ai été, en fait, je travaille pour CMI, je sais pas si ça paraît, mais c'est que j'ai été mandaté pour donner une formation à l'interne aux développeurs en qualité logicielle. Donc, puis j'ai fait la demande, étant donné que je connais la gang de Blackfest, mais j'ai fait la demande pour vous la présenter ce soir. Donc, c'est une partie de ce que je présente aux développeurs. Donc, c'est pour ça que la plug CMI. Sinon, moi, plus particulièrement, je suis made in Lac-Saint-Jean. Je fais une technique en informatique au Cégep de Saint-Félicien. Et ensuite, je me suis emmené ici à l'Université Laval pour faire un bac en génie logiciel. J'ai fait certains cours en sécurité. Puis pendant ce temps-là aussi, je me suis impliqué avec la Hackfest 2 ans dans l'organisation. Puis avec Cédric, là, un gars qui est dans la Hackfest aussi, mais pas là ce soir, qui nous écoute. Salut Cédric. J'ai monté aussi là, une compétition pour les CS Games, Computer Science Games, qui est une compétition universitaire canadienne. Donc c'était plaisant. Sinon, c'est vrai aussi, chez CMI, mais je suis sur le comité de sécurité de la compagnie pour le siège social. Et puis, sinon, je donne aussi la formation. Je fais de l'analyse, du développement et puis de l'architecture organique. Donc, ça ressemble à ça un peu. Donc, pourquoi est-ce qu'on est ici ce soir? C'est pour partager avec vous ma brève, mais quand même pertinente expérience dans le développement, mais surtout par rapport à la sécurité. Puis aussi, c'est pour que vous appreniez quelque chose de nouveau, que vous ayez du fun. Moi aussi, se familiariser justement avec l'intégration de la sécurité, mais dans tout le processus de développement. En fond, dans le but de produire une application qui est plus sécuritaire. Salut! Donc, pour ce faire, on va commencer par faire un bref bilan de sécurité, en fait, pour continuer là où Patrick et Nicolas l'avaient laissé là, au dernier conférence pour ceux qui étaient présents. On va faire un bref bilan de sécurité pour savoir qu'est-ce qui s'est passé depuis 2014, puis pour voir l'impact de la sécurité applicative, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça. Ensuite, on va voir dans chacune des étapes du processus de développement, comment est-ce qu'on peut intégrer certains éléments pour améliorer la sécurité. Donc, dans chacune des phases, définition, conception, développement, déploiement et maintenance. J'imagine, est-ce qu'il y en a qui sont développeurs ici, en levant la main? Professionnels ou... professionnels ou étudiants? Puis est-ce qu'il y a des consultants en sécurité? Quelques-uns. Okay. Architecte? 1, 2. OK. Excellent. Gestionnaire de projet, peut-être? Non? OK, bon. Oui? Je donne aussi une version pour les gestionnaires de projet. Je n'ai peut-être pas vu certaines choses. Puis à la fin, montrer quelques avantages, pourquoi est-ce qu'on fait ça, puis pourquoi est-ce que ça apporte de la valeur de retour sur investissement. Donc ça se bloque bien pour les clients pour échanger de projet. Donc 2014, 4 millions d'attaques quotidiennes selon Kaspersky à travers le monde. On a vu certaines attaques contre le PlayStation Network, entre autres, qui ont été sur le derrière pendant un mois de temps, cela a coûté des millions. Poodle, une implémentation des SSL V3 qui était vulnérable. Heartbleed, lecture de la mémoire d'un serveur à distance à cause d'une faille SSL. Ensuite, Shellshock, injecter des commandes dans un command line Linux à distance sans problème. Donc tout ça, on va voir aussi que ça a un certain dénominateur commun. Il y a aussi 20% des utilisateurs Android qui ont subi une attaque depuis leur utilisation d'Android. Puis il y a une augmentation de 400% des attaques sur Android en 2014. Donc on peut voir que tout ce qui correspond au mobile, il y a une hausse vraiment spectaculaire des attaques. Plus concrètement, aussi un peu plus de stats pour ce qui est développement. Selon IDG, il y a 63% des applications qui sont non testées pour les vulnérabilités. Donc en moyenne, c'est peut-être un 35% de tous les types d'applications qui sont testés. Donc on peut voir qu'il y a des lacunes à ce niveau-là. Puis sinon, pour revenir jusqu'à aujourd'hui, en 2015, ou presque, là,
Bon, on a Freak, on a Stage Fright, on a. Bon, il y en a plein, il y a des luttes, là. Pardon? Ashley Madison, ouais, dernièrement. Maul avec iWatch, bon, avec une montre intelligente, on peut, sur le déplacement de votre poignet, on peut essayer de déduire votre mot de passe. À Game Team, bon, j'imagine que tout le monde en a entendu parler aussi, bon, Defcon ou Clan 4. Bon, une vague de vulnérabilité, que ce soit PDF ou bon, Internet Explorer. Sinon, bon, aussi Android, puis pour terminer, le Internet of Things. Bon, on a vu Tesla Car, on a vu les Jeep Grand Cherokee, on a vu aussi les Smart Fridge. Il y en a un paquet. Là. Puis tout ça, en fait, c'est l'applicatif. C'est sûr qu'on ne fait pas d'ordinateur, c'est pas d'applicatif. Mais c'est derrière ça, il y a eu du développement, il y a eu des tests de sécurité où il n'y en a pas eu. Donc, on va voir à quel point est-ce qu'on peut influencer ce genre de trucs-là. Donc, en gros, get involved en tant que développeur, en tant que chargé de projet, peu importe, il faut se sentir concerné par ce type de faille-là. Et on peut faire quelque chose. Vous savez, il y a une belle place à l'avant. Bon, c'est donc, c'est ça. Puis même en tant qu'entreprise, ben, c'est important d'essayer d'amener ces valeurs-là, d'être un facteur de changement dans nos entreprises où est-ce qu'on travaille. Donc, don't keep calm, it's time to wake up. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, en fait, avant de définir qu'est-ce qu'on peut faire, j'ai poussé la réponse un peu. Avant de définir qu'est-ce qu'on peut faire concrètement, il faut savoir qu'est-ce qu'une application sécuritaire. C'est beau de le dire, c'est beau de le vouloir, il faut le définir concrètement. Qu'est-ce que c'est? Donc, bon, je vais peut-être changer la slide un peu trop vite. Mais selon vous, quels sont les critères d'une application sécuritaire? Soyez pas jeune. Oui? C'est une application qui coûte trop cher à pirater. Coûte trop cher. Ouais. Trop cher à pirater. Qui demande un investissement trop grand en amont pour que ce soit rentable. Ouais. Pour que ce soit rentable de la Ensuite. Vous n'avez pas d'idée? Non? Ok, bon. Alors, en fait, il y a, bon, oui, ce que tu as soulevé, c'est très bon, mais plus clairement, il y a quatre critères. Certains en ajoutent un cinquième, mais bon, pour ce soir, on va s'en tenir à 4. On parle de confidentialité, disponibilité, traçabilité, intégrité. Alors, la fin de l'application sécuritaire, c'est que ça protège ses données. Ça garde une trace de qu'est-ce qui arrive, à quoi, à qui, comment. Bon, évidemment, les données, il ne faut pas que ça soit modifié d'un point A à un point B, et puis que ce soit toujours disponible. Donc, du moment qu'on a besoin, on poke, et ça répond. Et puis, tout ce qui touche à ces 4 critères-là, en fait, ça touche à la sécurité applicative. C'est que s'il y a un de ces critères-là qui est soit diminué par une intervention, ou amélioré, bien, ça impacte la sécurité directement. Donc, on va commencer avec quelques petits principes de base en sécurité. Bon, ça va sans doute être du réchauffé pour plusieurs, mais juste pour mettre à table. En fait, le maillon faible représente la sécurité du système. C'est-à-dire qu'on a beau mettre autant de sécurité qu'on veut, bon, je sais pas, sur un web service pour l'authentification, l'autorisation, mais si en dessous, toute votre couche techno, bon, je sais pas, ça roule sur Windows XP, ben, c'est ce qui va compter au final, si on majore la sécurité du système, ça va être votre Windows XP qui va représenter la sécurité du système. J'ai jamais fait de la sécurité par l'obscurité. Je sais qu'on l'entend souvent, celui-là. Mais pouvez-vous me donner un exemple? Qu'est-ce que ça pourrait être dans la vie quotidienne, un exemple de sécurité par l'obscurité? Inventer son propre algo. Oui, inventer son propre algo crypto. Avez-vous un autre exemple? Windows. Windows. À part de ça. Obfusquer le code. Oui. Obfusquer le code. Sinon, un exemple encore plus simple, c'est le matin, quand vous partez travailler, vous barrez votre porte, cachez la clé en dessous du tapis. Donc, le principe là-dedans, c'est que si l'attaquant n'a pas la connaissance requise, il ne pourra pas entrer dans votre système. Mais du moment qu'il a la connaissance, c'est que la sécurité n'est pas dans le mécanisme en lui-même, mais il est dans la méconnaissance de celui qui attaque. Ça, c'est de la sécurité par l'obscurité. Je ne sais pas si vous me suivez.
Donc c'est ça. Puis bon, le troisième principe, c'est de réduire la surface d'attaque. Une surface, c'est par exemple, bon, je sais pas, la quantité de services qui sont exposés au web. Bon, ça représente la surface d'attaque, c'est-à-dire les possibilités sur lesquelles on peut être attaqué. Donc si par exemple j'ai un SMTP que je ne me sers pas, eh bien je vais le bloquer dans le firewall ou je vais complètement le désinstaller. Par exemple, pour réduire les possibilités de me faire attaquer. Donc dans ce sens-là, on réduit la surface d'attaque. Bon, le principe du moins de privilège, ça c'est, dans le fond, on donne les privilèges nécessaires à l'application pour qu'elle roule et non pas plus. Parce que si jamais on se fait parler, ben les droits d'application peuvent être exécutés ou utilisés pour aller chercher des données, bon, encore plus sensibles. Considérer tout intrant malicieux. C'est-à-dire ne jamais faire confiance aux intrants qu'on a dans l'application. Toujours faire une validation, soit de format, de type, de taille, parce que c'est là qu'il peut subvenir soit une injection, bon, ou je sais pas, plusieurs types d'attaques. Ça commence tout le temps par un intrant qui est malicieux. Dans la plupart des cas. La défense en profondeur, c'est avoir plusieurs niveaux de protection dans l'application. Par exemple, quand vous avez une authentification sur votre page web, ensuite, sur votre serveur, vous pouvez aussi faire la validation utilisateur, mot de passe. Ensuite, s'il y a la BD, bon, là, il faut peut-être rajouter aussi une couche de validation. Donc, si je bypass tout le UI du site web, eh bien, je vais me frapper le nez sur la validation du serveur. Puis si j'arrive à accéder seulement à la BD, bien, je vais me frapper le nez sur la sécurité qui est sur la BD. Donc, on descend dans l'application jusqu'en bas, mais en mettant la sécurité. Bon, ça ne veut pas faire confiance aux utilisateurs ni aux librairies tierces, c'est-à-dire qu'il y a certaines librairies, il faut faire attention, il faut se documenter pour savoir si elle est mature, si elle n'est pas. Bon, est-ce qu'il y a une équipe qui travaille pour régler les bugs, si jamais il y a un incident de sécurité là-dessus, est-ce que je vais le savoir, etc. Bon, sinon, le bon vieux KISS, c'est le Keep It Stupid Simple. Plus une application est simple, mieux c'est. Pourquoi? Avez-vous une idée? Ouais, c'est plus facile à tester, c'est plus facile à maintenir, moins de bugs, s'il y a moins de bugs. Ouais, moins dur à comprendre. Moins dur à comprendre, moins dur à maintenir. Donc s'il y a moins de bugs, il y a moins de risque d'insérer des failles de sécurité dedans. Bon, puis ne jamais réinventer la roue, comme disait tantôt, c'est pas Dimitri. Oui. En tout cas, ne jamais réécrire son propre algo. Bon, on réinvente pas la roue, si la roue existe, on la prend et on la plug. Puis inclure la sécurité dans toutes les phases de développement. Donc en gros, ça démontre bien le weakest link. Donc là, on va rentrer plus dans le cycle de développement. Maintenant qu'on sait qu'est-ce qu'une application sécuritaire, qu'on a vu bon, le contexte, alors on va essayer de venir pallier à ça. Donc en gros, bon, ça c'est le cycle classique là, du développement, il y a plusieurs versions. Mais en gros, ça rassemble toujours ces mêmes thèmes-là, c'est-à-dire définir, concevoir, développer, déployer. Définir, on parle plus de la cueillette du besoin, aller chercher bon, qu'est-ce que le client veut. Concevoir, c'est plus la phase d'architecture, organique, fonctionnelle. Développer, on va parler d'analyse fonctionnelle, de l'analyse organique aussi, la programmation, les tests. Le déploiement, c'est la mise en prod, la sécurisation de l'architecture. Et la maintenance, c'est toute la phase qui suit une fois que l'application est déployée, régler les bugs, bon, corriger les failles de sécurité, faire de la veille informatique, etc. Donc là, on va voir plus concrètement quelle plus-value on peut faire à chacune de ces phases-là pour améliorer la sécurité applicative. Donc en gros, si vous voulez un résumé de la présentation, c'est pas mal ça. C'est-à-dire qu'à chacune des phases, on ajoute des étapes. Puis c'est ça qui, au bout du compte, va piloter toute la sécurité et puis même toute la planif du projet. C'est-à-dire que si on commence par la phase de définition, une des phases les plus importantes de tout le processus, c'est la catégorisation de l'application. Au début, on s'assied avec le client, en fait, le chargé de projet normalement, peut-être avec un architecte ou un consultant en sécurité. Puis on va se poser la question, quels sont vos besoins en sécurité? Est-ce que votre application a besoin d'être très sécure, moyennement sécure, peu sécure? À partir des 4 critères qu'on a nommés tantôt, la disponibilité, la confidentialité, la traçabilité, l'intégrité.
Donc là, on va dire, par exemple, si je fais du transactionnel bancaire, ben, je dois respecter le standard PCI DSS. Ou si... salut! Excuse-moi. Pas de problème. Ou si bon, j'ai une compagnie d'assurance, je vais devoir me conformer à l'AMF, bon, qui elle aussi a certains standards à respecter. Donc tout ça, c'est ça qui va driver en fait la planification. Quel effort je vais mettre sur mes tests, quel type de test je vais avoir, quel effort je vais mettre sur la sécurité, combien de couches de sécurité, est-ce qu'on est dans une DMZ, est-ce qu'on met un air gap, est-ce qu'on... bon, whatever. Donc c'est tout ça qui va déterminer le reste du projet, l'effort à mettre, puis le temps que ça va prendre, le coût aussi au final pour le client. Donc c'est ça. Donc sur les 4 critères, on commence par se dire, bon, est-ce que c'est vraiment top sécurité ou vraiment pas, c'est des données publiques, puis on n'a pas besoin de les sécuriser. Par la suite, c'est qu'on va énumérer les motivations qu'un pirate pourrait avoir, ou qu'un attaquant X pourrait avoir pour accéder aux données de notre système. Par exemple, si je fais du transactionnel bancaire, ben, ce qui va être vraiment recherché, ça va être les cartes, les numéros de carte de crédit, mot de passe ou toutes les données nominatives reliées au titulaire de carte. Donc ça va être ça. Par exemple, bon, une des motivations, ça pourrait être voler les numéros de carte de crédit. Ou ça pourrait être, je sais pas, attenter à la réputation de l'entreprise. Ça pourrait être, je sais pas, entrer dans notre réseau pour accéder à un de nos clients, un gouvernement par exemple, si on est une boîte de consultation. Donc on va énumérer toutes ces motivations-là. Et puis, on va venir les coupler avec le type d'attaquant. C'est-à-dire, est-ce qu'un attaquant externe peut avoir cette motivation-là? Est-ce que, je sais pas, un botnet pourrait faire pourrait essayer d'exploiter telle vulnérabilité dans mon système pour arriver à cette fin-là? Est-ce que quelqu'un, un employé à l'interne, pourrait avoir cette motivation-là aussi? Est-ce qu'on rajoute des mécanismes de sécurité, par exemple, pour gérer tout ce qui est plus des processus d'affaires, mais pour ceux qui utilisent notre système, par exemple, si je vends, je vends des places dans une salle de cinéma, est-ce que je vais mettre une validation pour que le commis ne puisse pas s'attirer à lui-même des billets ou des places? Donc ça serait un exemple de motivation et de type d'attaquant. Et puis par la suite, ben, tout ça, ça va nous donner un beau tableau des menaces et vulnérabilités. Donc on va sortir le qui, quand, quoi, où, comment, pourquoi. Enfin, le pourquoi, les motivations, bon, qui, les types d'attaquants, ou bon, dans quel contexte de l'application, comment, bon, quelle vulnérabilité on pourrait utiliser. Donc tout ça, ça va nous donner un beau tableau, puis on va pouvoir par la suite passer à la seconde phase. Mais aussi en même temps, à la fin, on va pouvoir penser à notre stratégie de test. Parce que si, dépendamment de la catégorie de mon application, c'est vraiment une application qui demande beaucoup de sécurité, mais je vais planifier un effort plus grand pour les tests, mon test d'intégration, test unitaire, test système, test de vulnérabilité à la fin, ou pas. Donc c'est là qu'on va définir aussi la stratégie de test. Ah oui, c'est ça. Puis, en fait, dans la phase de définition, quand on veut surtout faire le tableau des menaces et vulnérabilités, il y a un modèle qui peut nous aider que Microsoft a développé. Oui, c'est un bon modèle. Tu peux en surprendre certains. Mais ça, en fait, c'est Stride. C'est la première lettre du mot. C'est-à-dire, bon, si vous n'avez pas d'idée quel type de menace pourrait représenter tel ou tel attaquant, vous descendez cette liste-là. S'il pourrait faire une attaque de spoofing, tempering, répudiation, s'il pourrait avoir une fuite de données, est-ce qu'il pourrait faire un déni de service ou l'escalade de privilèges. Puis aussi, bon, en tant que consultant en informatique, vous allez sans doute être interpellé si l'équipe qui va travailler sur le projet n'a pas les connaissances requises en sécurité pour établir cette liste des menaces-là. Donc c'est là que vous devenez un joueur clé dans l'élaboration du projet. Salut. Puis au final, bon, ça va nous donner un petit exemple comme ça. Un employé interne veut se connecter au module de l'application cliente. Bon, là, on va dire le mécanisme. Bon, ça va être une authentification. Bon, si un pirate veut faire telle chose dans tel contexte, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, c'est là qu'on va rentrer dans la deuxième phase, qui est plus la conception, c'est-à-dire l'architecture. Et basé sur le tableau de menaces et vulnérabilité, on va dériver toutes les exigences de conception. C'est-à-dire, si j'ai telle menace, dans mon système, concrètement, qu'est-ce que je peux faire pour pallier à cette menace-là, dans ce contexte-là,
avec cette motivation-là. Donc ça fait qu'on va faire des choix d'architecture pour pallier à ces vulnérabilités-là. Par la suite, bon, il va y avoir des mécanismes, soit des fonctionnalités dans le code, concrètement, soit des modules qu'on va développer, qu'on va essayer de les rendre réutilisables. C'est là qu'on va les définir aussi. Aussi, on va en profiter pour établir une matrice des accès, c'est-à-dire, bon, est-ce qu'on fait du profiling? Est-ce que, bon, si j'ai un mode utilisateur, est-ce qu'il a accès à telle fonction? S'il est admin, il a accès à telle fonction. Donc, c'est là qu'on va aussi définir qui a accès à quoi, dans quel contexte. Et puis, à la fin, bon, on va documenter l'architecture, mais on va aussi essayer de planifier, de faire ça intelligemment, parce que, bon, souvent, c'est qu'il faut comme faire un compromis entre la sécurité puis la maintenabilité ou la qualité de l'architecture. Donc, on va essayer de planifier ça à cet endroit-là. Justement, j'ai une petite slide là-dessus. Le fameux triangle sécurité, utilisabilité, fonctionnalité. C'est qu'il faut essayer de trouver un bon équilibre là-dedans, parce que si j'ai des fonctionnalités qui sont vraiment cool, mais en même temps qui sont vraiment pas sécuritaires, bien pour le client, c'est pas mieux. Donc, il faut essayer de trouver un compromis avec la sécurité, mais en même temps, si j'ai un mécanisme de sécurité qui est trop invasif, bien, l'utilisateur ne voudra pas utiliser mon application. Il va même peut-être trouver des façons de contourner le mécanisme de sécurité, donc on n'est pas plus avancé. Fait que vraiment, à la phase de conception, ce qui est important, c'est de trouver le bon équilibre dans tout ça. La bonne stratégie, en fait. Bon, là, pour les développeurs, c'est là qu'on rentre dans la phase plus de... Bon, qui vous concerne, développement, analyse aussi. On va commencer par éplucher, bon, on va commencer par les bonnes pratiques de programmation. En fait, un logiciel de qualité, ben, avant de vraiment pencher sur la sécurité, il faut commencer par faire un logiciel de qualité. Parce, bon, je pense qu'on en a parlé un petit peu tantôt. Pourquoi? Parce que si on a une bonne clarté du code, une bonne lisibilité, une bonne maintenabilité, une bonne robustesse, ben, on va correspondre aux 4 critères qu'on a nommés tantôt, soit la disponibilité, traçabilité, etc. Je ne pas tout le temps, mais... donc, ça va faciliter toute l'intégration de la sécurité dans votre application. Parce qu'on va insérer moins de bugs, là, ça va être plus facile à modifier. Pour des raisons comme ça. Par la suite, on va suivre, en fait, ça va être comme un checklist que vous avez à suivre. Par exemple, si vous êtes dans un contexte de PCI DSS, vous êtes tenu absolument d'appliquer le top 10 OS et le top 25 CWE. C'est comme une checklist qu'on va voir tantôt. Puis qui nous aide vraiment à produire du code de qualité. Mais avant tout, les bonnes pratiques de programmation, ça c'est un incontournable. Là. Et pour ce faire, il y a différents éléments, différents standards. Là. Maintenant, on utilise des patrons de conception, les principes solides. Est-ce qu'il y en a qui connaissent les principes solides? J'imagine, oui. C'est nous, oui. Ah ben ça, en fait, c'est des principes de qualité, des façons de produire du code. Utiliser aussi des nomenclatures de nommage, ou comme entre autres nommer nos noms de classe en fonction du domaine, notre domaine d'affaires. Par exemple, si je suis dans le bancaire, ben, je vais utiliser transactions, je vais utiliser, guichet, utiliser des nommages qui correspondent au domaine pour lequel je développe l'application. Et puis, bon, appliquer certains autres principes de base. Honnêtement, je vous recommande la lecture de Clean Code, là, parce que ça parle rapidement de tout ça. Là, puis aussi, il y a quelques bons principes de base. Tu as lu? Oui. Puis par la suite, ben, c'est qu'on va essayer d'appliquer les bonnes pratiques sécuritaires. Bon, top 10 OS, top 25, puis les guides sécuritaires, parce qu'il y a aussi différentes compagnies qui produisent, ou même des organismes qui produisent des guides sécuritaires pour aider les développeurs à produire des trucs plus fiables, de meilleure qualité. Donc on va commencer avec le top 10. Oui, quelle heure? Fin d'année. Oui, c'est bon. Top 10 OWASP, j'imagine, en levant la main, qui connaît ça? C'est quand même pas pire. Okay. En levant la main, qui l'applique à tous les jours? Ok. C'est bon. Donc, Peut-être à tous les jours. je vais me permettre de faire un survol
de chacun des trucs. Tu dis, tu te pètes la tête dessus à tous les jours. Non, j'ai dit, je pète les entreprises à tous les jours. Ah, tu pètes les entreprises. Ah ouais, tant que ça. Donc, on va commencer, on va y aller dans l'ordre. Mais ça, bon, vu, étant donné que vous connaissez OWASP, c'est un organisme non lucratif. Puis il y a aussi le CWE Top 25, qui lui est plus proche du code, il est plus technique que le Top 10 OWASP. Mais sachez qu'il y a. C'est récent. Lui, c'est le 2000. Je sais pas. C'est pas une question. Je sais pas. Je sais pas. En fait, ils sortent, c'est pas à chaque année. Là. Ah ouais? Ok. Non, ça. Lui, il est même assez vieux, mais le top 10, c'est le dernier, c'est 2013, si je ne me trompe pas. Mais ça, sachez qu'il y a une corrélation entre le top 10 et le top 25, c'est-à-dire qu'il y a des concepts du top 10 qui englobent ceux du top 25. Donc, si vous appliquez bien le top 10, normalement, vous devriez passer ça assez rapidement. C'est sûr que c'est assez exhaustif. Mais encore une fois, ça dépend de la catégorisation initiale de votre application. Si vous êtes dans le PCI, bon, vous allez avoir à toutes les vérifier. Mais si vous êtes dans une application qui nécessite moins de sécurité ou si votre chargé de projet, votre client a dit « je suis prêt à accepter tel risque », bon, dans ce cas-là, c'est rendu dans sa cour, donc vous n'avez pas appliqué nécessairement tout ça. C'est important d'y aller aussi intelligemment, dépendamment de l'effort qui vous est octroyé à mettre sur le développement. Donc, on va commencer. Bon, okay, là, j'espère qu'il va y avoir plus de réponses. Qu'est-ce qu'une injection? C'est l'introduction d'un payload malicieux dans un input. Oui. Oui, c'est bon. Vous êtes d'accord? Oui. Oui, c'est pas mal ça en fait. Mais c'est que une définition exacte là, syntaxiquement, là, serait plus c'est en fait, un intrant dans lequel le but est de je vais essayer d'être meilleur, mais au final, je ne suis pas c'est un intrant. Le but, c'est d'exploiter un interpréteur. Donc, en gros, peu importe le type d'interpréteur, que ce soit un interpréteur SQL, ligne de commande système, Hibernate, LDAP, name it, peu importe l'interpréteur, ça peut être même un désérialiseur XML des fois. Une injection, ça va être qu'on va essayer d'utiliser l'interpréteur à des fins malicieuses. C'est un peu ça, c'est une bonne définition. Quelques exemples, on connaît tous là, des exemples de SQL injection. Mais moi, j'ai trouvé l'exemple en dessous plus intéressant, c'est qu'il y a des injections de commandes système aussi qui sont possibles. Des fois, on n'y pense pas tout le temps. Mais c'est comme par exemple, dans cet exemple-là, c'est que si j'ai accès à la propriété système, je peux faire une injection de commande qui va être exécutée avec les droits même de l'application. Donc, si je vais valider, si je fais mon top 10, je vais voir ça pour dire, oh, là, c'est potentiel. Mais comment est-ce qu'on pourrait pallier à ce type d'injection-là, selon vous? Valider l'intrant. Pardon? Valider l'intrant. Valider l'intrant, oui. Valider le fameux dire. La saisie. Oui. Mais plus concrètement, ce serait de valider ta propriété, mais tu vas aller la chercher dans un type en particulier lequel tu t'attends. Tu vas t'attendre à ce que ce soit un fichier, que ce soit un dossier. Et puis, tu vas faire l'exécution de la commande système à travers une variable qui existe et qui fait le travail pour toi. Donc, tu ne feras pas un exec, mais tu vas faire, dans ce cas-ci, c'est un ls qu'on voulait faire. Donc, on va faire un dir.list plutôt que d'exécuter une commande comme ça arbitrairement. Sinon, pour les SQL injections, j'imagine que vous êtes tous familiers avec les prepared statements, avec du binding. On va placer les paramètres avec des sets. Plutôt que d'y aller avec des quotes, avec des plus, pour vraiment, en bon français, escaper les caractères spéciaux. Il y a aussi ESAPI Validator. Je ne sais pas s'il y en a qui utilisent ESAPI. C'est plus bon. Bon, en tout cas, Ils en ont sorti un nouveau OWASP. Je pense que c'est OWASP anti-XSS ou quelque chose comme ça. Ah, ok. Le nom a changé, mais c'est à peu près le même projet. Mais il est plus supporté, lui, c'est juste ça. Ah, ok. Je sais plus le nom exact. Bref, même concept. L'exemple est bon parce que, la librairie est quand même encore utilisée pas mal.
Je vais vous montrer un exemple, mais merci pour l'aide. En fait, les API, c'est une librairie qui est développée par l'OAS pour faire de la validation d'intrants d'extra. Puis ici en haut, bon, c'est un test JUnit. Dépendamment du login, je vais déclarer un validator qui, lui, selon le type de validation que je vais lui faire. Je vais valider si c'est un safe string. Et puis dans ce cas-là, il va lancer une exception qui est de type validation. Donc il va popper, il va dire hop, ton string n'est pas un vrai string, tandis qu'en bas, eh bien là il va passer et il va dire la phase de validation va être correcte. Donc c'est le type de librairie qu'on peut utiliser pour faciliter le travail, pour ne pas avoir à réinventer la roue. Et puis aussi bon, ça a été testé et développé par une communauté, là. Donc c'est pas rien. Le deuxième, violation d'authentification de la gestion de session. En fait, c'est essayer de contourner tout ce qui est token de session, authentification, autorisation, cookies, tout ce qui maintient le contexte d'un utilisateur. Des exemples, si on n'a pas d'expiration sur la session, vous êtes logué à vitam aeternam, une mauvaise validation de l'utilisateur. Par exemple, si vous ne validez pas, si vous n'envoyez pas le courriel à l'utilisateur, vous saurez, là c'est plus la répudiation, c'est que vous avez plus de difficultés à faire le lien entre l'utilisateur et le nom de l'utilisateur, étant donné que le courriel vient ajouter une couche de validation supplémentaire à ce niveau-là. S'il y en a des mots de passe aux 5, 4 caractères, ou 3, 6, même 8, des fois. Jetons de session facilement accessible dans l'URL. Fait encryption de mot de passe, on n'a pas de limite de tentative pour s'authentifier, donc ça permet un brute force. Donc c'est toutes des choses qui sont à valider. Bon, puis en gros, c'est d'appliquer ces pratiques-là. Puis l'OAS fait aussi quand même beaucoup de ressources là, pour ça. Ils ont des cheat sheets qui expliquent certains points pour la gestion de session, quoi valider. Puis aussi différents sites là, qui nous aident à ce niveau-là. La gestion de session va, par exemple, utiliser au moins 128 par un algo PRNG. Vérifier l'entropie. Pas inclure d'informations dans les jetons de session. Parce que des fois, ça arrive, il y en a qui génèrent un jeton de session avec certaines infos, par exemple, de l'utilisateur. Mais c'est à proscrire. Prendre le bon type d'encryption aussi, dépendamment du contexte. Puis une bonne vieille politique de changement de mot de passe pour faire grincer les utilisateurs, mais c'est quand même efficace si on utilise intelligemment. Évidemment, si on change tous les mois, les utilisateurs vont ajouter un 1 à la fin de leur mot de passe. Là. Mais il va. Troisième point. XSS. Est-ce que quelqu'un a une définition pour XSS? Injection de JavaScript, HTML, whatever, pour contrôler le client-side. Ouais, c'est huge. C'est bon. Mais ça, c'est qu'en fait, c'est tout ce qui comporte la validation d'intrants, mais utilisateur qui est refilé à un autre utilisateur. C'est affiché à l'écran, dans le fond. Ouais, c'est ça. C'est juste dans du get, dans le fond, que tu peux faire du... Ça peut être dans n'importe quoi, tant que la valeur est affichée à l'utilisateur. C'est ça. Ouais. Tu sais que ça pourrait même à la limite être l'applicatif, mais il faut que tu arrives à faire exécuter le code. Normalement, c'est web. Donc, c'est ça. Cross-site, parce que, évidemment, on passe d'un utilisateur à un autre. Voilà, sinon... Ah oui, ça, j'ai un exemple. Un exemple flagrant que Chrome détecte automatiquement, que NoScript, le plugin de Firefox, va vous protéger aussi. C'est que si on affiche directement un paramètre que vous avez dans l'URL, s'il est affiché sans modification dans votre UI, dans votre page web, il va être bloqué automatiquement par Chrome. Le NoScript va vous popper une erreur puis va vous dire « Veux-tu vraiment exécuter ça? » Donc c'est le genre de truc à proscrire. Puis aussi, c'est que la gestion des pages d'erreur.
Parce que parfois, si vous faites une recherche, pas une recherche, vous écrivez un nom de page, par exemple, dans un site, not found, et par exemple, ça pourrait être page, si je recherche la page ABC not found. Si je modifie le nom de la page, ben ça veut dire que je peux afficher dans la page d'erreur pour injecter du code. Donc ça peut être un risque potentiel. Donc toujours faire attention à la gestion des pages d'erreur pour pas, pas afficher de stack trace, mais aussi pour pas faciliter de l'injection dedans. Ça fait qu'en fait, c'est les principes de base qu'on a vu tantôt là, comme solution, c'est de valider les intrants, même aussi valider les extrants. Valider les en sortie, donc on peut valider, dépendamment du type qu'on reçoit en intrant, ça peut être à longueur, le format, les règles d'affaires aussi, parce que on peut whitelister certaines choses. Parce que si on s'attend dans tel contexte à avoir seulement un nom d'utilisateur, par exemple, qui a toujours 10 caractères, bien, on peut barrer à 10 caractères la validation en intrant. Et même si on l'affiche en sortie, on sait que ça va être 10 caractères aussi. Évidemment, ça ajoute plus de travail pour la maintenabilité du code, mais c'est qu'il faut aller chercher, comme je disais tantôt, un peu la balance entre ces deux-là. Donc c'est ça par rapport aux règles d'affaires. Puis aussi, comme on a vu avec les API, c'est qu'il y a des frameworks qui existent pour faire cette validation-là d'intra-extra qui fait ça. Toute la magie pour vous. Numéro 4, référence directe non sécurisée en objet. Pas besoin de définition, ça dit ce que c'est. C'est accéder à des objets qui ne sont pas protégés, tout simplement. C'est que, par exemple, dans un site web, si pour l'application web, je sais pas, il y a une fonctionnalité d'upload ou de download, là, vous essayez de faire, du path traversal ou vous essayez de guesser les noms de fichiers qui pourraient être. C'est avoir un accès direct à un objet qui n'est pas protégé. Ça, il y a plusieurs exemples. La page MySQL admin. MySQL admin. Ouais, si on veut guesser pour essayer de deviner quel type de système se trouve là, on peut faire un slash. Solution. Il y a certaines solutions qui sont pas nécessairement toujours très bonnes, là, parce que hardcoder des pattes dans du code, c'est vraiment pas génial. Mais en même temps, si vous savez que les noms de documents ne changeront jamais, ça peut être une bonne chose de les déclarer en tant que variable et vous utilisez la variable directement plutôt que d'essayer d'accéder ou de les rendre disponibles sans authentification, sans validation. Donc ça va valider la session dans le fond, valider que l'utilisateur aussi a les droits pour, du moment qu'il fait une demande d'accès à une ressource, valider les droits. C'est une niveau-là. Mauvaise configuration de sécurité, en français misconfig, c'est, on se dit aussi ce que c'est. En gros, si vous avez une installation vanille, je sais pas, MySQL ou n'importe quel système, puis que c'est connu que il y a un mot de passe qui vous permet de vous connecter en mode anonyme, ben ça c'est une mauvaise configuration de sécurité. C'est qu'il faut s'assurer de passer de valider chacun des points quand on installe une application. Le monde de techno, parce que des fois la protection n'est pas de base, c'est pas dans la version vanille, il faut activer des trucs comme Jenkins, je ne sais pas s'il y en a qui sont familiers, la sécurité est au départ, donc n'importe qui peut se loguer dedans du moment que vous activez l'interface. Donc ça c'est des choses qu'il faut faire attention aussi. Ah oui, c'est vrai aussi, il y a les fameux stack trace, quand il y a une exception ou qu'il arrive un comportement inattendu dans l'application web aussi plus souvent. On voit une belle stack trace, je sais pas, IIS ou n'importe quoi, mais ça nous permet de voir comment c'est fait à l'intérieur, de deux, de savoir quel système l'a fait et même souvent d'avoir la version du système. Donc ça fait partie aussi de la misconfig. Pour aider à ça, c'est que si on a plusieurs paliers de déploiement, bien, vous gardez toujours la même config serveur à chaque palier, que ce soit en prod, en pré-prod ou en test, en développement, en acceptation, etc. Mais c'est que qu'est-ce que ça fait, c'est que ça vous aide, ça vous familiarise avec l'environnement et avec l'application, mais c'est avec la façon de la configurer.
Évidemment, la configuration de la prod ne sera pas la même que maintenant sur acceptation, mais il faut s'assurer que si vous avez des mots de passe de dev, vous faites seulement les changements en prod et vous gardez la même config. Donc le fait de vous familiariser avec l'application de déploiement, ça vous aide à mieux configurer quand vous êtes en prod. Donc ça, avec les applications, et aussi pour faire des scans, des autres de sécurité une fois que votre application est déployée. Exposition de données sensibles. C'est ça. C'est exposer des données sensibles. En fait, c'est le critère de confidentialité qui est respecté. C'est que parfois on peut, on oublie d'ajouter des droits sur un certain profil si on dit ces données-là sont seulement accessibles par des administrateurs versus des utilisateurs. Voilà. Donc c'est ça. Sinon la solution. Identifier les données qu'on veut vraiment protéger. Garder le minimum de données sensibles. Si vous êtes PCI DSS, c'est vraiment la règle d'or. On garde le minimum de données qui sont taguées comme étant les plus importantes, les données nominatives, carte de crédit, date d'expiration, même le numéro de validation d'une carte de crédit, on peut pas avoir ça. Puis même si vous pouvez à ce niveau-là faire un transfert de risque, c'est qu'il y a des compagnies qui se spécialisent justement, qui sont leur infra et PCI DSS certifiés, mais vous pouvez transférer le risque à eux. Et puis tout ce qui est bancaire, tout ce qui est transactionnel, vous le pitcher de leur côté, donc vous n'avez pas à vous occuper de ça. Éviter sur certains algos, utiliser des algos fiables. Ça, c'est un exemple Java, Secure random au lieu de random. S'informer aussi sur les bonnes pratiques de programmation, mais qui sont plus propriétaires au langage que vous utilisez. Parce que parfois, il y a des librairies qui sont moins sécures que d'autres, comme dans le cas de Java. Utiliser des mots de passe hachés, salés, poivre et sel, mijoter, toujours haché, salé. Et puis, désactiver la mise en cache des formulaires, très important. Et comme disait Nathalie et Dimitri tantôt, one does not simply write their own cipher. Excuse-moi, je ne sais pas si tu en parles dans une autre rubrique, mais les données sensibles peuvent être aussi des données qui vont aider le management. Je pense que tu mentionnais tantôt des messages d'erreur qui donnent le stack trace ou qui vont donner un paquet de renseignements sur le système avec des noms de directories, des choses comme ça. On pourrait considérer ça aussi probablement comme des données sensibles. Oui, ça. Au niveau infrastructure, c'est une donnée sensible. C'est sûr, mais quand on parle plus de la définition, dans la phase de définition des besoins, on va qualifier les données sensibles plus comme les données utilisateurs, mais évidemment, c'est une donnée qui est sensible pour l'infra. Même le contrôle d'accès au niveau fonctionnel, ça c'est toute la gestion des accès, des droits, des profils, etc. Je vais un petit peu plus vite. Les attaques CSRF, Cross-Site Request Forgery. Avez-vous un exemple de définition? Quelqu'un peut me définir qu'est-ce qu'un CSRF? Un jeton d'authenticité. C'est plus une solution. Ouais. Oui, non. L'attaque par CSRF, c'est que, par exemple, vous êtes branché dans votre système, votre compte bancaire, et vous visitez en même temps, je sais pas, autobob.com. Puis sur Autobob, il y a, je sais pas, un virus ou un XSS ou whatever, qui vous envoie un formulaire qui fait une requête à votre place sur votre site bancaire avec votre session ouverte, qui vole votre token de session, puis qui va envoyer un formulaire à votre place. Donc ça, c'est un CSRF. C'est qu'on passe d'un site à un autre pour exploiter le fait que vous êtes logué puis votre session est active sur un autre site. Donc, solution. Il y a un pattern pour ça. En fait, ça aussi, c'est un peu discuté. C'est qu'il y a plusieurs techniques. Ça va dépendre de qu'est-ce que vous voulez implanter, quel effort vous voulez mettre. Sur quelle stratégie vous voulez utiliser. Il y a entre autres le Synchronizer Token Pattern, qui est de mettre un token dans chacune des pages, chacun des objets que vous voulez envoyer, que vous voulez que le client envoie à votre serveur. Donc ça va faire en sorte que
si le site vulnérable vous envoie une requête pour passer via votre token de session, il aura besoin aussi de votre token de votre page qui est loadé actuellement. Parce que du côté serveur, vous allez faire la validation de ce token-là. Et puis, étant donné que lui, de son côté, il ne connaît pas votre token, il faudrait qu'il lise tout le DOM HTML pour aller l'extraire. Donc, l'attaque va être bloquée du côté serveur. Je ne sais pas si vous me suivez. Donc, le seul type d'attaque qui pourrait souvenir, qui pourrait faire comme un CSRF, ce serait un XSS, mais qui est dans votre même page active pour qu'il puisse lire, aller voler votre token de session, votre token de session et votre token de page qui est directement dans votre HTML. Donc ça, bon, ici, il y a différentes stratégies aussi de génération des tokens, parce qu'il faut s'assurer qu'ils sont vraiment aléatoires pour pas qu'on puisse les guesser pour envoyer justement des formulaires, des requêtes à votre place. Bon, il y a différentes stratégies en .NET, bon, même Java. Bon, il y a State, il y a aussi un framework, là, CSRF. Oui, ok. Sinon, il y a aussi l'utilisation de CAPTCHA qu'on peut faire. Bon, ça, il y en a qui disent, ouais, les CAPTCHA, c'est dépassé. Il y en a qui disent, ouais, non, il y a moyen de les améliorer. Bon, oui et non. Il faut être conscient que ça, c'est plus un. En fait, ça peut apporter de la friction utilisateur. Parce que si vous devez saisir un CAPTCHA, à chaque formulaire sensible que vous envoyez quand vous êtes dans un système bancaire, ça commence à être un peu irritant pour l'utilisateur. Indépendamment de votre type d'application, ça se peut que ce soit une bonne solution. Sinon, simplement de faire une réauthentification avec votre utilisateur mot de passe quand vous envoyez une requête privilégiée au serveur. Donc, même si un site tierce essaierait d'envoyer une requête à ma place, il faudrait que je saisisse mon mot de passe et mon utilisateur pour que l'attaque soit effective. Donc, dans ce cas-là, c'est bloqué. Ouais, sinon, ben, il y a du two-factor authentication qu'on appelle en bon français. C'est qu'en plus d'envoyer la requête, vous devez saisir un token comme un Secure ID qui vous est fourni extérieurement par un autre système qui va, en l'envoyant, il va avoir une validation entre les deux systèmes. Sinon, ça peut être aussi sur votre téléphone, avant d'envoyer votre requête, par SMS, on vous envoie un token, vous saisissez le token dans la page, Enter, validation serveur, validation côté serveur du token qui vous a été envoyé. Donc, dans ce cas-là, on ne peut pas envoyer une requête à votre place. Ça prend absolument le token qui vient du tierce pour faire une seconde validation. Numéro 9. Utilisation de composants des vulnérabilités connues. Bon, ça aussi, ça dit ce que c'est. En fait, c'est des librairies qui ne sont pas fiables ou qui ont des vulnérabilités à l'intérieur. Bon, il y a eu entre autres, il y a Spring en 2011, il me semble qu'il y avait une faille qu'on pouvait lancer du code remote, l'exécution de code remote tout simplement. Donc, toutes les applications qui utilisaient Spring de cette version-là étaient vulnérables. Donc, le fait de se fier sur un framework ou sur une librairie tierce, bien, en fait, on met aussi une portion de la sécurité, une portion des risques dans cette librairie-là. Donc, c'est important, c'est de valider d'un, si la librairie est mature, si elle est bien supportée par une communauté, et puis s'il y a eu des incidents de sécurité, est-ce qu'il y a des patchs rapidement, et puis aussi comment est-ce que moi, en tant que personne qui maintient le système, je peux savoir s'il y a une faille dans telle librairie. Donc, dans les solutions, c'est dans les solutions, c'est de faire de la veille informatique, d'avoir une liste, par exemple, de toutes les librairies qu'on utilise dans telle application pour valider du moment qu'il y a une faille qui est relevée dans une lib, bon, on fait l'update ou tout simplement on change la librairie quand c'est vraiment nécessaire. Ouais, ça, puis entre autres, en exemple, c'est tous les magnifiques plugins WordPress. Il y en a plein qui sont truffés de vulnérabilités. Donc, si vous les installez dans votre site, il faut être conscient que la gestion du risque des vulnérabilités se retrouve dans le plugin aussi. Et puis, la redirection et renvoi non validé aussi, ça dit ce que ça dit. C'est en fait, c'est faire une validation sur les extrants cette fois-ci. Parce que parfois, on a à faire une redirection d'utilisateur vers une autre page, soit interne ou externe. Mais quand on le fait, il faut s'assurer de un, qu'on a vraiment besoin de le faire,
De deux, qu'on redirige l'utilisateur, mais vers une page qu'on sait qui est sécuritaire. Parce que sinon, on pourrait envoyer un lien, par exemple, avec une redirection par notre site vers un site malicieux. Puis l'utilisateur penserait que le site est correct et fiable, étant donné que c'est le nôtre, sauf que nous, on va rediriger la personne vers un site qui est malveillant. Donc, faire des validations de ce qui est URL. Par exemple, Google a un mécanisme très intéressant. Quand ils indexent des pages, ils vont se faire un token de la page. Et puis, ils vont valider que le token correspond à l'URL. Donc, ce type de redirection-là ne fonctionne pas. Comme par exemple ici. En bas, j'ai essayé de diriger vers Pound. Puis, bon, eux, ils s'en rendent compte parce qu'ils n'ont sans doute pas crawlé cette page-là. Puis, ils n'ont sans doute pas de token aussi de cette page-là. Mais en fait, moi, je ne leur fournis pas de token dans l'URL. Donc, eux, ils disent, on ne connaît pas ça. Donc, ils avertissent l'utilisateur. Puis, ils disent, il y a un risque ici de redirection. Voulez-vous vraiment y aller? Donc, ça, sinon, des solutions, ben, c'est de ne pas avoir de redirection. Si vous en avez besoin, vous pouvez whitelister. Donc, c'est ça. Ouais, ou sinon, plutôt que de laisser l'URL entrer par l'utilisateur, c'est le serveur qui lui a une liste d'URL valide qui va pousser ça à l'utilisateur. Donc, déjà, on a fait une validation de la liste d'URL. Tantôt, je parlais un peu des guides sécuritaires là, dans les bonnes pratiques. Bon, si vous êtes programmeur Java, il y a le CERT, en fait, je pense qu'il y en a plein de CERT. Il y a C, C++, Perl. Donc ça, c'est en fait, eux, ils écrivent un paquet de règles. Évidemment, c'est pas comme l'OWASP ou le Top 25, mais ça peut quand même donner des pistes ou même venir pallier, bon, si vous manquez des règles par rapport à certains points que vous voulez ajouter, il y en a une liste qui sont vraiment intéressantes. Il y a aussi Oracle là, à chaque version de Java qui produit son guideline en sécurité, puis il y a aussi des formations en ligne, différents trucs là, pour nous aider à bien utiliser Java. Bon, il y a aussi la même chose en .NET. Je n'ai pas validé par contre. Pour faciliter le travail de dev, il y a des automatisations qu'on peut faire. Il y a de l'analyse statique, de l'analyse dynamique. Il y a différents outils. Il y en a qui sont gratuits, open source, il y en a qui sont plus payants. Il y en a aussi qu'on peut appliquer plus tard un petit peu dans le déploiement ou dans votre CI, dans votre intégration continue, comme SonarQube, qui est très intéressant, qui inclut Findbugs, qui lui est comme un plugin dans votre IDE, que vous scannez votre code, puis il va vous sortir un paquet de trucs, que lui a déjà des filtres, déjà des expressions régulières pour aller trouver quelle faille potentielle se trouve dans votre code. Puis SonarQube peut aussi rouler Findbug pour vous, puis il peut même vous envoyer un courriel pour vous dire « Hey, by the way, j'ai telle vulnérabilité dans telle ligne de code. » Sinon, bon, analyse dynamique aussi, il y en a plusieurs. Là. Bon, j'ai sorti les plus violents. Évidemment, ça ne doit pas être donné. Sinon, un exemple de Findbugs, un genre de truc qui peut vous sortir, c'est vraiment intéressant. Donc, différents types, bon, expérimental, Logical, Security, qui sont même des vulnérabilités. Mais évidemment, il faut se questionner pour savoir si c'est pas un faux positif, pour savoir si oui, il y a vraiment raison. Mais ça, les plus flagrantes, ils les sortent très facilement. C'est open source? Oui, c'est open source. IBM AppScan fait de l'analyse statique. AppScan? Il fait pas juste dire. Ah oui, ok. Bon, une fois qu'on a terminé, bon, évidemment, étant donné qu'on produit du code de qualité, on fait des tests intégrés, tests d'acceptation, tests système. Puis par la suite, bon, là, on peut vraiment déployer, faire la mise en prod. Donc, on s'assure que notre environnement est sécurisé, environnement techno. C'est là aussi que les DevOps peuvent faire leur apparition, c'est-à-dire faire le lien entre le développement et l'infrastructure. Donc, s'assurer que tout ça va ensemble. Les deux correspondent aux critères qu'on a définis à la catégorisation de l'application. Et puis, par la suite, c'est là qu'on va faire des tests d'intrusion. Évidemment, on va essayer de ne pas être intrusif si on est dans un système de prod, là. Mais sinon, on peut faire des tests plus invasifs si on fait une réplication de l'environnement, par exemple.
encore notre bon ami OWASP. Ils ont développé aussi un framework qui s'appelle ASVS. Tu connais validation? Oui. Thumbs up. ASVS qui nous aide aussi à la catégorisation d'applications, même au début, dépendamment du niveau de sécurisation d'application que vous avez à faire. À la fin, ils vont vous sortir une liste de validation que eux recommandent. Donc, si votre application a peu besoin de sécurité, bon, vous allez faire tout ce qui correspond à la numéro 1, ensuite 2, 3 si vous êtes dans le transactionnel. Donc, ça aussi, c'est comme des principes, disons un peu comme le top 10. Mais disons à mi-chemin entre le top 25 et le top 10. Donc, il y a une petite portion plus technique, mais c'est aussi des concepts génériques. Donc, ils peuvent nous aider. Je mettrais plus aux développeurs, par exemple, plus qu'aux tests d'intrusion. Ah, ouais. Pour qu'ils fassent la vérification de chacun de ces points-là aussi. Oui, la validation peut être faite, en plus, ça peut être fait par les développeurs, mais aussi par les analystes à la fin quand ils font des tests d'accès. Il y a différentes phases de validation. Bon point. Et puis à la fin, bon, toute la phase de maintenance, mettre à jour les tests sécuritaires, ne pas oublier, mettre à jour les librairies, celles qui peuvent être vulnérables, mettre à jour la doc, faire la gestion des incidents, c'est-à-dire s'il y a un incident de sécurité, est-ce qu'il y a une équipe qui est prête à répondre? Est-ce qu'on connaît bien l'application? Est-ce que mon équipe est bien formée pour répondre aux incidents de sécurité? Puis aussi, est-ce que l'équipe de maintenance est bien formée pour maintenir la sécurité de l'application aussi qu'on supporte? Faire de la veille informatique pour être au courant, bon, s'il y a des failles connues dans différentes librairies, faire de la formation continue en sécurité, mais aussi en développement, parce que, comme on disait tantôt, la qualité a un impact sur la sécurité de l'application. Et puis faire des tests d'intrusion annuels indépendants si vous êtes PCI ou différents standards. Ça aussi, c'est nécessaire. Donc, à la fin, ouais. Donc, si vous n'êtes pas encore certain que c'est une bonne chose d'intégrer la sécurité dans toutes les phases de développement, voici un petit pitch de vente. Si vous faites des revues de code sécuritaire, il y a jusqu'à 60% moins de vulnérabilité à corriger dans votre code après. Donc, ça représente un retour sur investissement quand même important, parce que plus on règle un peu tard dans le processus de développement, plus il coûte cher. Je me souviens plus quelle compagnie a sorti des stats, mais je pense que c'est Google. En tout cas, une fois que votre produit est en production, c'est environ 50 fois plus cher que quand vous êtes en développement, que ça coûte à corriger. Si vous faites des tests d'intrusion, il y a 65% moins de vulnérabilité à corriger overall. Si vous faites l'analyse d'architecture sécuritaire, le nombre de vulnérabilités chute de 47%. C'est quand même pas rien. Si vous appliquez les top 10, top 25, par contre, ça augmente la vitesse pour faire les corrections des vulnérabilités qui sont connues dans votre application. Ça n'enlève pas nécessairement la quantité, mais ça permet de répondre plus rapidement. Et puis l'analyse statique, bon, ça aide aussi à détecter vraiment où est-ce que sont les failles, 40% fois plus rapide. Avez-vous des questions? Si vous ne pas gêné. Le chef a des opinions. C'est White Hat. C'est un rapport annuel qui sort là. En fait, j'ai le lien, je pense. C'est le rapport 2015. En fait, je sais pas si je... Peut-être avec le lien... j'ai pas vu de mes références, mais bon, je pourrais l'ajouter. Je comprends pas, 40% plus rapide. En bas. Pour trouver les bugs. Pour trouver les bugs. C'est ça. C'est des délais de... ça se compte en jours ou en mois. Donc, on est 40% plus rapide à détecter en temps. Pas de questions? Bon. Mais sinon, moi aussi, je fais mon shameless plug, là, je continue. On recrute. C'est lui, recrute. En fait, ça, on fait de la consultation puis du management pour différents clients, que ce soit gouvernemental ou public, gouvernemental ou privé. Et puis, on cherche un analyste en sécurité de 5 ans d'expérience. Donc, j'ai aussi eu des cartes d'affaires, donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas.
Donc voilà, c'est tout. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Merci.